Le grand soir avec cette grande question, le déconfinement va-t-il arriver un peu plus vite que prévu? Est-ce que tout cela pourrait nous réserver certaines surprises? Emmanuel Macron était ce matin pour la rentrée des petits, des maternelles, du primaire et des crèches à Melun, dans une école de Melun, et le président a fait quelques confidences aux enfants. On en parle avec Marie-Noëlle Lienemann. Merci d'être avec nous, sénateur de la gauche républicaine et socialiste, sénatrice de la gauche républicaine et socialiste. Vous avez parfaitement raison et je m'en excuse, de Paris. Frédéric Descrozaille est avec nous, député La République En Marche du Val-de-Marne. Jean-Christophe Fromentin, le maire d'Yverdroite de Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. Et Philippe Vigier, député Les Centristes d'Eure-et-Loir. Alors écoutez-le, Emmanuel Macron distiller un calendrier peut-être un peu plus précis. On fera des étapes d'ouverture, sans doute. Il y a l'étape du 3 mai. Et après, il y aura mi-mai, il y aura une étape début, je pense, autour de début juin, puis une autre autour de mi-fin juin. Et chacune dépendra des résultats qu'on a obtenus. On regarde toujours pendant 10-15 jours comment consolider les résultats. Là, on va essayer de rouvrir avant les établissements culturels dès la première phase, avec des jauges plus réduites. Sur la restauration, en fait, comme on se contamine plutôt quand c'est fermé, et quand on mange, quand on chante, quand on parle. Voilà. Donc c'est plutôt ça qu'il faut essayer de limiter dans un premier temps. Donc les terrasses, on voit bien que c'est moins embêtant que quand on est à l'intérieur. C'est du bon sens. En théâtre, et le public, pour le théâtre, le cinéma ou autre, on voit bien que si on limite le nombre, on pourra dans les premières phases le faire. Donc, on sent bien que tout ça est dans les tuyaux. D'abord les établissements culturels, puis petit à petit les terrasses, etc. Sauf que, pardonnez-moi d'être rabat-joie, mais regardez les chiffres du jour. Patatras, nouveau cas positif, 5952 en 24 heures. Ça, c'est parce qu'on est lundi et que tous les décomptes n'ont pas été amenés. Mais les décès, on est encore à 400 morts. Et surtout, le seuil des 6000 patients en réanimation a été franchi aujourd'hui. Marie-Noëlle Lienemann, on a l'impression que c'est un peu le quoi qu'il en coûte, mais du côté de la maladie. C'est-à-dire que de toute façon, il faut rouvrir, parce qu'on ne peut pas faire autrement, malgré les chiffres qui ne sont pas terribles. La météo est là, le printemps est là, les gens veulent sortir, donc on y va. Oui, enfin, moi, je trouve que ça fait un peu, on croise les doigts en espérant que ça marche. Et ça manque un peu d'organisation. Moi, je trouve que les chiffres ne sont pas bons. L'Allemagne se reconfine. Ils ont des chiffres inférieurs aux nôtres à tout point de vue, enfin en proportion de leur nombre d'habitants, etc. Donc ça m'inquiète un peu, cette situation. Mais surtout, l'autre chose qui est inquiétante, c'est que, par exemple, supposons qu'on trouve judicieux de réouvrir. Prenons les écoles. On nous dit les écoles vont réouvrir aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y a pas les tests salivaires. Ça fait quand même 3 semaines que c'est fermé. On peut peut-être commander pour être sûr. Comment? Ah non, il y en avait zéro, effectivement. Voilà, il y a pas les tests. Chez vous, à Neuilly, il n'y en avait pas. Voilà, il y avait 0 test dans aucune école. Et l'inspectrice ne savait pas quand les tests arriveraient. Donc ça nous a surpris parce qu'on pensait qu'il y aurait au moins une visibilité sur les tests dans les écoles ce matin. On pensait qu'au moins ils auraient organisé un peu mieux la vaccination du corps enseignant. Parce que moi je veux bien qu'on dise des enseignants de plus de 55 ans, on peut comprendre. Mais sauf que prenez un département comme la Seine-Saint-Denis, qui est un des départements où le virus court le plus. C'est le département où la moyenne des profs et des instituts sont très, très, très loin des 55 ans. Et ils sont menacés et, par ailleurs, peuvent eux-mêmes contaminer. Mais est-ce que vous comprenez l'aspect pari du président? Non, mais moi, je vais dire, la société française ne peut pas vivre... Comme vous dites, on va tenter le coup. Oui, ben non, mais la société française ne peut pas vivre sur le pari d'un homme. C'est déjà, personnellement, je suis totalement hostile à ce système présidentiel. Il faut quand même qu'il y ait de la délibération collective, un peu transparente, un peu avec le Parlement, les élus locaux, et à la limite qu'il y ait un arbitrage ultime du président. Mais une fois qu'on a explicité les choses, c'est pas le cas. On fait des paris avec des vies humaines. Il y a quand même eu 400 morts aujourd'hui. Et on finit par s'y habituer. C'est des chiffres considérables. Il y a 6 mois, on vous aurait dit on rouvre, mais il y a 400 morts par jour. Vous ne l'auriez pas cru. Eh bien voilà, moi personnellement, d'ailleurs, je ne l'accepte toujours pas. Et puis, bon, j'ai pris l'exemple des enseignants, le déconfinement qui n'est pas réussi. Mais
c'est vrai sur plein de terrains. Donc, regardez-le, ce calendrier du déconfinement tel que précisé par le président, j'allais dire en off. Vous voyez, tous les micros étaient tendus pour essayer de capter la parole présidentielle. Donc, réouverture territorialisée des restaurants, et le territorialisé est important à la mi-mai. Réouverture en fonction des taux d'incidence, réévaluation de la situation tous les 15 jours et couvre-feu peut-être plus tard que 19h. C'est la bonne méthode, Philippe Vigier ? En tout cas, ça a l'avantage déjà de territorialiser les choses. Moi, je fais partie de ceux qui ont expliqué qu'on ne pouvait pas traiter le territoire national de la même façon. Ça, c'est le premier élément positif. Le deuxième élément positif, c'est qu'on va regarder les choses tous les 15 jours. Comme disait Marie-Noëlle Lienemann, par exemple, pour le monde enseignant, il est grand temps d'avoir les fameux autotests et pour les enseignants et d'avoir les tests salivaires. À côté de ça, juste une chose sur les chiffres que vous avez annoncés tout à l'heure, quand même. Pour être complet, il n'y a eu que, entre guillemets, 5 900 contaminations. Moi, je n'ai pas oublié les pics de 40 000 il y a 15 jours, 3 semaines. Donc, ça va plutôt mieux, mais attention. Ça dure, parce que les 5 000, c'est un lundi. Oui, mais parce que... Mais voilà, par expérience, on sera peut-être à 10 000. Je veux dire, c'est 4 fois moins que c'était il y a quelques jours. Mais il y a eu quand même 2 choses positives et 2 choses sur lesquelles il faut être extrêmement vigilant. Les choses positives, c'est le fait qu'on a franchi le cap des 15 millions de vaccinés. Ouais. Dans ma ville de Châteaudun, on a pu vacciner 1000 personnes samedi dernier. Parce que vous maintenant, on est organisé, parce que les élus locaux, parce que les... Non, mais vous aviez les doses aussi. On avait les doses, mais d'ailleurs, on avait même un peu de doses. Un peu plus que... Voilà, mais parce qu'il y a eu aussi, comme vous le savez, sur les vaccins, à un moment, beaucoup d'hésitations. Et l'AstraZeneca, vous arriviez à le donner à vos administrés? Et rassurez-vous, par exemple, sur les assesseurs, je peux vous annoncer que d'ici vendredi, on aura relevé tous les assesseurs qu'il y aura dans ma circonscription et on va faire en sorte qu'ils soient tous vaccinés parce qu'il faut les protéger. Moi, je fais partie des députés qui ont voté contre, vous voyez, les dates des élections au mois de juin parce que je voulais protéger absolument, naturellement, mes concitoyens et les assesseurs. Maintenant, ces élections sont organisées, donnons-nous les moyens. Mais là où il faut être prudent, c'est le rassemblement d'hier après-midi, que les jeunes aient envie de sortir. Moi, je peux comprendre tout cela. Il faut en revanche qu'on ne relâche pas l'effort sur les gestes barrières et sur les masques. Si on fait cela, il y a des risques de contamination parce que les variants sont toujours là, souvent plus nombreux encore, et contre lesquels on sait très bien que c'est extrêmement difficile parce que là... Non, mais tout le monde est d'accord là-dessus. Oui, mais, mais il faut bien un moment... Mais sauf que vous avez parlé des buts de Chaumont, on va voir ce qui s'est passé hier soir. Mais... On a l'impression qu'avec la météo, qui est beaucoup plus douce, ça a tendance à craquer un peu de partout. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord, il faut mettre les masques, attention, les variants arrivent, machin. Mais il ne peut y avoir que la responsabilité. On fait aussi la fête. Il ne peut y avoir que la responsabilité collective pour faire en sorte qu'on y arrive. Vous pouvez faire ce que vous voulez, on ne va pas mettre un gendarme derrière chaque personne. Et on appelle un peu à chacun pour faire en sorte qu'on n'arrive à pas faire exploser cette épidémie. Vous savez, ça fait quand même 14 mois qu'il y a eu beaucoup de privations pour tout le monde. On l'a tous dit autour de ce plateau. Et quand vous voyez ça, vous dites c'est un vrai scandale, c'est lamentable, ou vous dites c'est... Non, je dis qu'il devrait y avoir des masques. Voilà ce que je leur dis. Parce qu'on est retourné avec nos micros aujourd'hui pour demander aux gens ce qu'ils en pensaient. Ils disaient c'est des jeunes, ça peut se comprendre, comme ça. Bon. Frédéric Descrozaille, vous êtes dans le secret des dieux en tant que député de la majorité. Vous savez comment ça va se passer. En tout cas, la territorialisation, ça semble être au cœur du plan présidentiel. Oui. La Bretagne risque de rouvrir les terrasses plus vite que celle de Seine-Saint-Denis. Oui. Tout à fait. Et je suis, à l'instar de Philippe Vigier, je m'en félicite qu'il y ait cette approche territorialisée. Il n'est pas question de Paris, Madame Lienemann, de grâce. On ne fait pas, c'est pas des paris. Il va y avoir. Oui, mais je ne crois pas du tout. C'est moi qui ai posé la question. Non, mais je sais bien. C'était une question de la part de Damien Gillet. C'était une question. Et vous avez dit, oui, on ne va pas dépendre du pari d'un homme. Ce n'est pas le pari d'un homme. Et comme vient aussi de le dire Philippe Vigier, c'est une question de responsabilité collective. Le fait est qu'il y a un état d'épuisement absolument inouï. Moi, de pouvoir dire aux restaurateurs et aux filières qui les approvisionnent, c'est bon, c'est le bout du tunnel, personnellement, ça me réjouit. Ils ont besoin de visibilité. Moi, à ce stade, ce soir, je ne les ai pas. Il leur faut minimum 15 jours. Vous ne pouvez pas approvisionner un resto, même pour uniquement sa terrasse. Il faut qu'il y ait une filière à mettre en branle. Ouais. Et j'ajoute qu'on est déjà quelques-uns à alerter le gouvernement sur le fait que les aides doivent absolument accompagner cette reprise progressive. Typiquement, les grossistes à service complet qui livrent des restaurants, ils vont tourner à 30 ou 40% de régime. Ils ont besoin d'un accompagnement dans toute la durée où on va retrouver le régime de croisière. Ça me fait plaisir de dire qu'on va pouvoir repasser au restaurant. Mais moi, ce qui ne me fait pas plaisir, c'est ce que je dis aux 400 familles de morts tous les jours.
Parce que c'est ça le problème aussi, c'est que c'est sympathique. Il n'y a pas de solution idéale. Oui, d'accord, mais la solution idéale, c'est d'éviter les morts. Ça fait un an. Écoutez, vous avez, en tant que sénatrice, aussi eu des gens, vous leur disiez quoi? C'était qu'on était en train d'arrêter l'économie. On a esquinté, bousillé combien de vies de travail depuis 14 mois. Donc là, en fait, la stratégie a été de ne pas briser la courbe. On est sur un plateau qui est sous contrôle, quoi qu'on en dise. Sous contrôle à 30 000, il faut le maintenir. On peut espérer que ça se mette à baisser, qu'il y ait une décrue. Elle sera lente parce que cette épidémie, c'est un paquebot. Ce que j'aimerais savoir, il y a une inertie qui est terrible. J'aimerais savoir si, par exemple, les terrasses de Neuilly vont être ouvertes et puis celles de Vincennes, non, ou comment ça va se passer? Je pense qu'il y aura un réglage par grande région. Et je crois qu'on est plutôt tous pour, on le dit d'ailleurs depuis un certain temps. Et donc c'est toute l'Île-de-France qui va rouvrir si on la rouvre. J'espère qu'il va le correjouer quand même à des chiffres et à une visibilité sur la vaccination. Non, mais on nous dit qu'en Seine-Saint-Denis, on est encore à 800 pour 100 000. Mais comme tout bouge en Île-de-France. Après, la question, on a tous envie de rouvrir les restaurants et les terrasses. On a tous envie, bien entendu, qu'il y ait moins de décès. Mais c'est quels moyens on se donne pour atteindre ces objectifs? Moi, c'est ça la question. Et les envies, on peut débattre pendant des heures, on aura tous envie d'en sortir. Et ça, c'est plutôt rassurant. Au moins, là, il y a un consensus. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même un certain nombre de moyens. Quels moyens on a pour que si on ouvre les vannes des restaurants, ça ne soit pas la foire d'empoigne et que les restaurants ne soient pas dépassés par l'ouverture qui sera donnée. C'est ce qui me fait peur. Quand le président ou l'exécutif annonce quelque chose de trop compliqué, on va ouvrir un petit peu, et puis ça sera que 35% des terrasses. Vous voyez, moi, quand j'ai vu mes policiers municipaux, je dis, il faudra peut-être surveiller que les terrasses ne seront occupées qu'à 35%. Oula, il dit, mais monsieur le maire, on ne va pas y aller avec des mètres, etc. On ne sait pas comment gérer ça. Ouais. Donc attention à quelque chose qui ne soit pas trop compliqué, incontrôlable, et qui perde du coup totalement son efficacité, si par hasard, malgré le fait qu'on veut ouvrir les restaurants. Par hasard, par exemple, les terrasses en Bretagne, c'est OK, mais celles en Île-de-France, c'est non. Ça risque de râler aussi. Non, parce qu'il ne faut pas exagérer. Chacun accepte aussi si en Bretagne, il y a très peu de circulation du virus, même les gens de l'Île-de-France peuvent en tout cas, le président doit s'exprimer dans les jours à venir. Ce qui est bien, c'est qu'il y a au moins une lueur d'espoir qui arrive, avec l'arrivée de début mai. Comme le disait très bien Jean-Christophe Fromentin, il faut vraiment que les règles soient les plus simples possibles. Faisons confiance, une fois de plus, aux maires, je suis désolé, aux élus locaux, à l'État déconcentré, de manière à ce qu'on trouve les bonnes solutions. Parce que tout ce qui arrive de Paris, je pense qu'il faut s'en méfier. Je dis très sincèrement les choses et très directement les choses. OK, on se retrouve dans un instant pour parler de quoi? Eh bien, d'un lien entre l'immigration et le terrorisme. Et qui le dit? C'est Valérie Pécresse, hier, qui l'a dit. Du coup, ce n'est plus tabou, ne serait-ce qu'à droite, alors qu'une telle déclaration émanait, il n'y a pas si longtemps encore, du Rassemblement national. Bref, la digue a été franchie. À tout de suite. Le Grand Soir, deuxième partie avec des cérémonies en hommage dans pratiquement tous les commissariats de France. Ce soir à 17h30, en hommage donc à cette policière sauvagement tuée vendredi soir par un islamiste. Ici les images de Rambouillet avec Madame le maire de Rambouillet. Le président du Sénat, ex-maire de la ville, Gérard Larcher, à ses côtés. Et une question tout le week-end, puisque l'islamiste en question était un Tunisien arrivé en France entre 2009. Y a-t-il un lien entre immigration et terrorisme? Jusqu'à présent, c'était tabou dans les partis, j'allais dire, traditionnels. C'était souvent manié uniquement par le Rassemblement national. Et hier, Valérie Pécresse a franchi les digues. Écoutez-la. Si on veut lutter contre le terrorisme de manière efficace, il faut d'abord cesser de nier le lien entre terrorisme et immigration. Il s'est passé quelque chose hier avec ces déclarations, c'est-à-dire de dire maintenant, c'est clair, l'immigration, ça mène au terrorisme, ce qui jusqu'à présent, je le disais, était le lot du Rassemblement national. Avant de vous donner la parole, écoutez ces extraits également. Tous les attentats qui ont eu lieu en France, sans aucune exception, sont liés à l'immigration. À Romans-sur-Isère, il y a un an, c'était un Soudanais. C'est ce que vous disiez. Contre Charlie Hebdo, c'est un Pakistanais. Contre Samuel Paty, c'est un Tchétchène. Tous les attentats qui ont eu lieu ont été perpétrés par des migrants, la plupart du temps clandestins ou fraîchement régularisés. Frédéric Descrozaille, vous qui êtes dans la majorité, on a franchi un cap là ?
D'une certaine manière, oui. Et à la limite, tant mieux. Parce que comme ça, on va pouvoir en parler calmement et puis expertiser la chose. Tant que ça reste très émotionnel et qu'il y a une partie de la classe politique qui fait le lien et l'autre partie qui crie va des rétros, comment on peut dire une chose pareille, c'était effectivement de l'ordre du tabou et c'était complètement passionnel. Là, s'il y a des responsables politiques comme Valérie Pécresse qui font le lien, personnellement, je ne le fais pas. Je pense que c'est une connerie. Je le dis comme je... Ah oui, mais clairement, d'une part, je pense que c'est factuellement faux. Et en plus de ça, je pense que c'est dangereux de le penser et de le croire parce que ça fait louper toutes les racines qui n'ont rien à voir avec l'immigration et qui peuvent mettre en cause les valeurs de la République au sein de familles... appelons-les françaises de souche si vous voulez, comme vous voulez. Les valeurs de respect, de la méritocratie, du travail, issus de l'immigration. Je veux dire, j'ai un collaborateur, c'est le cas. Bon, il y en a plein. Et puis des gens qui sont tout ce qu'il y a de plus français depuis je ne sais pas combien de temps, qui perdent le respect des autorités, qui n'ont plus le respect de la République et de ses symboles, et qui peuvent développer un danger pour la République, il y en a aussi. Donc je pense que c'est une connerie. Mais montrons-le. Moi, si Valérie Pécresse dit ça très bien, elle fait ça sur la base de quelles études, ça sent la pourquoi est-ce qu'elle dit ça? C'est-à-dire, si c'est surfer sur la vague de l'impression, parce que on cartonne, hein, quand on dit il y a un lien, il y a plein de gens qui vont dire ah bah oui bien sûr, bah, c'est évident, mais bien sûr, parce que c'est évident. En fait non, quand on creuse, on se rend compte que c'est assez subtil. Beaucoup des derniers auteurs d'attentats étaient issus de l'immigration. Que Valérie Pécresse nous sorte sur la base de quels résultats objectifs, c'est-à-dire qui puissent être contredits mais qui soient établis factuellement. Elle déclare une chose pareille, je considère, mais qu'on puisse en parler calmement, sans s'insulter, sans s'envoyer des anathèmes à la tête. Regardons les choses telles qu'elles sont. Et ça, c'est quoi? C'est la campagne présidentielle qui a commencé? Ça, j'en sais rien. Non, là c'est la campagne régionale. Écoutez, elle a dit ça en régionale, en tout cas. Candidate sortante à la région. Bonsoir, Bruno Bartocchetti. Vous êtes secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO Zone Sud. Donc vous avez participé, je pense, comme tous vos collègues, à cet hommage à votre collègue sauvagement assassiné vendredi soir. Qu'est-ce que vous pensez des déclarations de plus en plus de politiques qui disent qu'il y a un lien entre immigration et terrorisme? Oui, bonsoir. Alors, bien sûr, merci de souligner que nous avons rendu hommage à cette policière et à sa famille aujourd'hui avec beaucoup de dignité. Nous étions très nombreux devant les commissariats pour une pensée bien particulière à l'endroit de cette personne, enfin de cette femme policière. Après, pour revenir et tenter de répondre à votre question, j'ai entendu que nous ne devions pas tomber dans l'émotion. Et nous, lorsque nous travaillons, que ce soit à la DGSI, aux renseignements territoriaux, nous restons très pragmatiques dans le travail. Nous ne tombons pas dans ce schéma un peu trop réducteur qui serait un lien entre l'immigration et les attentats terroristes. Maintenant, ne soyons pas naïfs. Évidemment, lorsque vous avez un individu qui se crie Allahu Akbar, on comprend très bien qu'il y a une volonté de sa part de répondre à comment dirais-je, un message qui n'est pas certainement, en tout cas je ne suis pas un spécialiste, mais qui n'est certainement pas celui des millions de musulmans en France. Le fait que cet homme soit arrivé en France en 2009, je crois, qu'apparemment il était bien intégré, et puis que, bon, visiblement il y a eu un gros problème dans sa tête, c'était totalement indécelable. Il était de toute façon passé sous les radars et on n'aurait pas pu mener davantage d'enquêtes ou essayer de fouiller un peu son passé pour l'empêcher de nuire. Alors j'ai envie de dire que le risque zéro n'existe pas. Tous les mois, nous déjouons des attentats et lorsque nous avons un cas isolé comme celui-ci, enfin, ce n'est pas le seul, bien sûr, il y en a d'autres, c'est toujours très difficile à déterminer, malgré un travail, je vous dis bien, remarquable de la part des renseignements territoriaux et de la DGSI et des policiers de manière en règle générale, puisque nous faisons notre travail au quotidien à l'endroit du terrorisme pour essayer de déceler ce genre d'individus, mais le risque zéro n'existe pas. C'est toujours très compliqué. Et là, répondre à votre question sur un individu qui pète les plombs au nom d'un islamisme qui nous dépasse, c'est sûr que c'est difficile. En même temps, le fait qu'il soit sur notre territoire national depuis plus de 10 ans, alors là, j'ai envie de vous dire, il faut peut-être poser la question au législatif. Et là, il y a peut-être effectivement des choses à revoir. Ne soyons pas naïfs. On ne doit pas accepter aujourd'hui qu'une personne isolée comme ça sur notre territoire puisse s'exprimer comme il a fait
dans le cadre de cet attentat. Alors justement, restez avec nous. Nivine Potros est avec nous dans la data room de la rédaction. Nivine, comment se fait-il que cet individu arrivé sans papier en 2009, d'abord soit toujours sur notre territoire et bénéficier de papiers, je crois, provisoires? Alors effectivement, on va refaire le parcours du terroriste de Rambouillet, Jamel G. Il est arrivé clandestinement en France en 2009. Il était originaire de la Tunisie. Il a d'abord travaillé dans le BTP, puis comme chauffeur-livreur. Au total, il a travaillé 10 ans illégalement sur le sol français. Puis en 2019, il a déposé un dossier pour obtenir une autorisation exceptionnelle de séjour salarié. Alors plusieurs conditions à remplir. D'abord avoir un contrat de travail d'au moins 6 mois ou en tout cas une promesse d'embauche, être en France depuis au moins 5 ans, avoir travaillé la moitié de ce temps, parler français, ne pas être polygame, ne pas être dangereux, autrement dit ne pas avoir été condamné. C'était le cas de Jamel G puisqu'il était inconnu des services de renseignement et de police. Et puis pour obtenir cette fameuse autorisation, il faut obligatoirement l'accord de son employeur puisque c'est lui qui va compléter et signer un fameux formulaire CERFA 151-86. C'est assez paradoxal puisqu'en fait, l'employeur reconnaît officiellement qu'il s'apprête à employer une personne qui est clandestinement sur le sol français. Et puis de la même manière, pour le demandeur, il reconnaît bien que ça fait plusieurs années qu'il est sur le territoire français en situation irrégulière. Toujours est-il que si le dossier est complet, il peut obtenir cette fameuse autorisation qui lui donne droit juste après un titre de séjour pour au maximum 1 an. C'est ce qui s'est passé pour le terroriste de Rambouillet puisque la préfecture des Yvelines lui a accordé ce titre de séjour en décembre 2020, titre de séjour qui s'arrêtait donc à la fin de cette année. Quand il a commis son crime vendredi, il était donc en situation régulière sur le sol français. Merci Nivine. Philippe Vigier, ça vous choque? Il travaillait depuis 10 ans sans papier. Et puis, il y a une loi qui passe où on peut le déclarer. Il en profite et il est toujours sur le sol français. Je crois qu'il y a 2 sujets. Le premier sujet, outre le drame pour cette policière, où il y a énormément d'émotions. Rambouillet, c'est tout proche de ma circonscription, des départements d'Eure-et-Loir. Je peux vous dire que l'émotion est profonde. C'est de dire que des gens comme ça qui passent 10, 15 ans en situation irrégulière. Comment est-ce possible dans un grand pays comme le nôtre? Comment est-ce possible? Il faut trouver un système, soit ils s'en vont, soit ils restent chez nous. Mais s'ils restent chez nous, il faut qu'on trouve les moyens de les régulariser. S'ils bâtissent cela pour tout régulariser, et régulariser tout le monde, il n'y en a en aucun cas la nécessité. Il ne faut surtout pas faire ça. En revanche, on ne peut pas laisser... C'est ce qu'ont fait des pays, par exemple, comme les États-Unis ou l'Espagne, qui ont régularisé en masse à certaines périodes. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je ne vois pas comment il a pu travailler 10 ans, ou alors il faut des fausses déclarations de ses employeurs. Enfin bref, c'est quelque chose d'absolument abominable. La seconde chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que les moyens pour lutter, parce qu'il faut lutter contre ce genre d'individus. C'est abominable ce qui s'est passé. Et à chaque fois qu'il y a un attentat, on voit bien qu'il y a une émotion folle, on le voit au Parlement, on le voit partout, dans l'opinion publique. Et là, les moyens de renseignement doivent être encore renforcés. Ceux qui ont encore les quelques vertus en se disant, sur les réseaux sociaux, il y a des choses qui circulent, il faut... Mais il serait passé sous les radars, lui. Oui, mais pratiquement rien n'indiquait qu'il s'était radicalisé, pas grand-chose. Non, mais parce qu'on sait très bien qu'à un moment, quelqu'un peut basculer, comme il y a des Français de souche qui se radicalisent et qui viennent des islamistes intégristes et qui veulent casser la République. Chacun doit savoir cela. Mais les radars, il faut continuer de les développer. Il n'y a que comme cela, c'est par le renseignement, c'est par les réseaux que l'on arrivera à un moment ou à un autre à démanteler. On sait, parce qu'on parle malheureusement de ce drame, parce qu'il y a eu un drame avéré. Il y a tous ces drames aussi que l'on évite, parce que les policiers font un boulot considérable au quotidien. Mais à chaque fois, on vous dit on a évité tant d'attentats. C'est vrai, mais de toute façon, le risque zéro, malheureusement, n'existe pas. On peut se raconter toutes les histoires du monde. En revanche, il faut encore plus de moyens. Moi, je veux vous faire écouter Xavier Bertrand, qui était sur ce même plateau hier face à Adrien Gindre. Il dit quoi régularisation des sans-papiers, ça doit être terminé. Si je suis élu, toute personne qui rentrera illégalement sur le territoire ne sera pas régularisée. Marie-Noëlle Lienemann, il a raison. C'est le genre de déclaration, zéro immigration, zéro chômage, machin, etc. La réalité, c'est que plus les gens sont longtemps dans la clandestinité, donc soit on arrive assez brièvement, rapidement, à éviter que des gens qui ne devraient pas arriver sur notre territoire y restent, mais quand vous avez des gens qui sont là depuis longtemps, avec quand même, déjà, la première chose, il faut contrôler le travail souterrain.
hein. Mais il y a des secteurs entiers où on sait qu'il y a énormément de sans-papiers qui travaillent, hein. Et d'autre part, plus ils sont longtemps en marge, plus il y a des problèmes psychologiques et des gens qui disjonctent. Hein. Donc il faut aussi savoir que faire que les gens restent dans la clandestinité durablement dans notre territoire ne contribue pas à leur intégration, à leur relation avec les autres, et du coup ils sont vulnérables. J'allais dire, ça dépend. Oui, non mais heureusement que tous ceux qui sont clandestins ne viennent pas dépressifs et ensuite... Oui. Mais il n'en demeure pas moins. Ils souffraient apparemment aussi, et beaucoup souffrent, mais pas pour aller jusque-là, tant mieux, mais du fait du Covid. Hein. Oui, en plus. Donc on sait qu'en tout cas, il y a toute une série ça rend les gens plus vulnérables, ça rend les gens moins bien intégrés. Donc de deux choses une, ou bien on est en situation de pouvoir les renvoyer sur leur territoire, ou bien on les intègre. Mais pour l'instant, la loi n'est pas claire, pas assez claire. La stratégie pour éviter l'immigration clandestine est très difficile. Et donc, c'est ça qu'il faut essayer d'améliorer encore. Il n'y a pas besoin que de loi. Il y a aussi une présence, des contrôles, des capacités à négocier avec les pays le retour dans certains cas, etc. Vous savez que souvent, les pays n'en veulent pas. Hein, oui, d'accord. Bon. Mais lui, ça faisait 10 ans qu'il était en France, et du coup, il a fait un papier pour dire, ça fait 10 ans, mon employeur fait le même papier, et comme ça, on vous accepte. Il n'aurait pas fait le papier, vous croyez qu'il n'aurait pas fait quand même il n'aurait pas quand même commis le crime? Bon, donc la réalité, c'est qu'en effet, ce crime n'est pas... Alors moi, je ne crois pas qu'il y ait un lien direct entre immigration et terrorisme, puisque, comme l'a dit notre collègue, une large partie de ceux qui ont fait des actes terroristes sont de nationalité française. Alors maintenant, si vous êtes issu de l'immigration, il faut chercher à combien de générations vous seriez issu. Ouais. Alors moi, l'Allemagne, il doit bien y avoir un bout d'allemand ou d'alsacien allemand, enfin bref, issus de il paraît qu'à 4 générations, on est tous issus d'ailleurs. Mais bien sûr, donc ce concept est scandaleux, on est français ou on n'est pas français. Et deuxièmement, vous avez effectivement le problème de la montée d'une idéologie qu'est l'islamisme radical, qui n'est pas qu'en France, et qui est la grande question de comment, des gens qui ne vont pas bien dans leur tête croisent donner le sens à leur vie à travers ce genre de choses, soit des gens beaucoup plus structurés qui ont volontairement le projet politique d'éradiquer notre République. Jean-Christophe Fromentin, il faut changer la loi sur l'immigration ? Non, mais je crois que ce qui vient de dire, c'est-à-dire que notre mauvaise gestion de l'immigration crée finalement un terreau fertile à la délinquance, au terrorisme, à des comportements hétérodoxes. Vous voyez, si on ouvre grand les portes de la France sans être capable de gérer finalement cet appel d'air qu'on suscite, on crée des gens en situation de grande précarité, de grandes difficultés, qui génèrent un ressentiment contre la France parce qu'ils se sentent légitimement mal accueillis. Et donc, on a ce terreau, les prisons. Et pourquoi les prisons sont des terreaux de terrorisme? Parce que, là aussi, elles sont surpeuplées, on ne sait pas accompagner, suivre, traiter psychologiquement un certain nombre de prisonniers. Ça fait 30 ans qu'on dit tout ça. Je pense que oui, mais sur le débat, est-ce qu'il y a une relation entre immigration et terrorisme? Oui, mais peut-être de notre faute aussi, de notre incapacité à maîtriser cette immigration. Ça fait effectivement des années qu'on dit ça, des années qu'on ressasse ça, des années qu'on dit il va falloir mener une politique. Et là, on est au bout du bout. Et à un moment, il va bien falloir que les uns et les autres, on se saisisse un peu courageusement du sujet pour faire des propositions de quotas, même si ça ne plaît pas, des propositions d'accompagnement, d'assimilation, d'accord avec les pays d'où viennent ces immigrés, de coopération peut-être plus efficace avec ces pays-là. Mais il faut de travail algorithmique sur le terrorisme. C'est un grand débat en ce moment. On sait le faire, on a les outils, mais il faut avoir le courage de les déployer sur les sujets liés au terrorisme ou à la prévention. Allez, autre sujet important, vous l'avez tous lu, ces appels de généraux en retraite, mais pas seulement, aussi des centaines d'officiers, de soldats, et ça a été publié dans Valeurs Actuelles. Regardez ces extraits. Pour un retour de l'honneur de nos gouvernements, 20 généraux qui ont signé « L'heure est grave, la France est en péril, plusieurs dangers mortels la menacent. Nous qui, même à la retraite, restons des soldats de France, ne pouvons dans les circonstances actuelles demeurer indifférents au sort de notre pays. » Et écoutez cet échange intéressant, puis il y en a d'autres comme ça, cet échange entre la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, et puis l'auteur de ces lignes qui lui répond.
Je condamne sans réserve cette tribune d'un carteron de généraux en charentaise qui appelle au soulèvement. 60 ans, jour pour jour, après le putsch des généraux contre le général de Gaulle, tout cela n'est pas gratuit. Je trouve que c'est une insulte pour l'armée, pour les valeurs qu'elle porte. Maintenant qu'on soit en charentaise, écoutez, je regarde ce que j'ai au pied, c'est pas tout à fait ça, mais après tout, ça me gêne pas. C'est vrai que je suis devenu un vieux con par rapport à d'autres, mais je vais vous dire, j'ai encore assez de peps pour dire un certain nombre de choses. Et la grande muette, faut pas l'oublier, Madame le ministre, elle est peut-être muette, mais elle n'est pas aveugle et elle n'est pas sourde. Voilà, dialogue en direct sur LCI avec l'auteur des lignes que vous avez lues avant. Il s'appelle Jean-Pierre Fabre-Bernadac. Bonsoir, Général Jérôme Pellistrandi. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense nationale. D'abord, votre réaction sur ces anciens généraux, ces officiers supérieurs, ces soldats qui ont publié ces tribunes reprises par Valeurs Actuelles. Est-ce qu'ils avaient le droit de le faire ou pas? Ils auraient dû être dans le droit de réserve. Ma réaction, c'est d'abord d'avoir été choqué par cette tribune. C'est pathétique, pitoyable. C'est mauvais tant sur le fond que sur la forme. Donc ce soir, c'est une grande tristesse que j'ai, parce qu'ils ont sali l'ensemble de la communauté militaire qui aujourd'hui se bat au quotidien contre le terrorisme, au Sahel, au Levant, sur le territoire national avec l'opération Sentinelle. Ces officiers généraux ont outrepassé leur devoir de réserve. Ils sont sur un champ politique très particulier et ils ne représentent en aucun cas la majorité des militaires. C'est un petit groupe exalté qui écrit ce qu'il pense, mais en aucun cas ils ne peuvent s'exprimer au nom de la communauté militaire. Bon, mais qui sont-ils ces généraux, ces 20 généraux? Parce que ça interpelle quand même, 60 ans après le putsch d'Alger, avec un général de Gaulle qui dénonçait un carteron de généraux à la retraite. C'est important dans l'armée, cet aspect-là, ou bien, comme vous dites, c'est juste une petite faction? C'est une petite faction. C'est 20 généraux, dont la moyenne d'âge tourne autour de 70 ans. C'était bien mieux avant, de mon temps. Ils ne savent pas ce qu'est l'armée d'aujourd'hui professionnelle qui est engagée sur le terrain, avec des Français de toutes couleurs, de toutes confessions, et qui se battent pour le drapeau français. Donc très franchement, on attache beaucoup trop d'importance finalement à ce petit groupe qui ne reflète pas la réalité du corps militaire. Alors, une faction, mais moi je vais vous faire écouter, ça date de quoi? Ça date du 16 novembre dernier, le général Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major. Allons-y. Nous sommes au bord d'une guerre civile, oui, mais il faut ouvrir les yeux. Il n'y a pas de zone de non-droit dans notre pays. Il faut remettre de l'autorité. Quand l'État n'est plus capable d'apporter lui-même la sécurité, l'apaisement, la paix dans notre pays, c'est là qu'il y a le danger. Lui aussi, c'est un factieux de dire on est au bord de la guerre civile? Alors, il y a une différence entre les propos du général de Villiers, qui a eu de très grosses responsabilités opérationnelles et qui se place en tant que citoyen responsable. Et quand on lit dans le détail le texte de ces généraux, que j'ai lu avec attention, les termes qui sont employés sont quand même scandaleux et posent un vrai problème. En quelque sorte, ils appellent les militaires d'active à agir sur les événements. Les forces armées, elles sont là pour servir la République, pour protéger les intérêts de la France et pas s'immiscer dans le débat politique tel qu'ils l'ont fait. Restez avec nous, Général. Merci. Réaction autour de ce plateau sur cet appel des généraux. Moi, je voudrais déjà, je me félicite de déclaration du général qu'on vient d'entendre. Mais il y a deux choses que je voudrais dire à propos de ça. Je suis nouveau député. En 2017, j'ai découvert que quand le Parlement est élu, le premier jour à l'Assemblée, on passe entre la garde républicaine fait une haie d'honneur. Avec battement de tambour pour le président qui arrive. Oui. Ben, le symbole, c'est que l'armée protège le pouvoir du peuple. Et le pouvoir du peuple, là, 577 députés, Jean-Luc Mélenchon, les Insoumis, qui pourraient se faire accuser d'islamo-gauchisme, sont moins dignes d'être protégés par l'armée que d'autres députés qui penseraient un peu plus comme les généraux qui ont signé ce courrier. Enfin, c'est inouï.
C'est-à-dire l'armée, elle ne prend pas parti, elle protège la démocratie dans ses contradictions et dans ses faiblesses. Oui, on le sait tous que c'est dangereux et que de plein de points de vue, la démocratie est en danger. Mais ce n'est pas à l'armée de dire voilà ce qu'il faut avoir comme option politique pour régler le problème. Non. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que pour moi, les valeurs de l'armée, c'est que quand tout le monde a perdu la boule, ce sont les derniers à garder la tête froide. C'est ça l'armée, je suis désolé. Si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront. Et là, c'est un courrier, tout fout le camp, c'est dramatique, rien ne va plus, mais gardez la tête froide. Et résultat Ce sont eux, justement, sur lesquels il faut pouvoir compter dans les moments où on peut être tenté justement de céder à des formes de panique. Donc de ce point de vue-là, c'est extrêmement choquant. Premièrement, vous remarquerez une chose, parce que quand même, les mots ont leur sens. Dans toute cette tribune, il n'y a pas une fois le mot République. C'est la nation, la patrie et jamais la République. On sait ce que ça veut dire dans l'histoire. On sait. Il y a une partie de l'armée qui a soutenu Pétain, machin. C'est idéologiquement des gens qui n'adhèrent pas à la République et considèrent que la nation, la France, en soi, est... Mais alors, ces militaires, c'est quoi? C'est des fachos? De fait. Enfin, je m'excuse, mais leur idéologie est de cette nature. La deuxième chose, c'est la thèse du péril intérieur. Alors que l'enjeu de l'armée, c'est de nous défendre contre le péril extérieur. Alors, bien sûr, il y a parfois un lien entre... quand on a une idéologie islamiste, eux, ils s'occupent du Sahel, de lutter contre l'islamisme. On va vous rétorquer que Vigipirate, ça existe aussi, par exemple. Mais ils sont là en assistance au pouvoir de la police, du gouvernement, qui les mandate sur des choses. Ça n'est pas à eux de dire... Et quand ils vous parlent des hordes de banlieues, et qu'on sait que dans l'armée, les militaires de carrière aujourd'hui sont souvent issus de ces quartiers, sont issus de la diversité du peuple. L'armée, elle doit être un élément de creuset d'unité nationale. Elle ne doit pas être là pour exacerber les difficultés de la cohésion nationale. Donc là, ils sont vraiment loin de l'idéal d'une armée républicaine que nous attendons. Alors, est-ce que ça vous étonne? Attendez, il faut que tout le monde parle. Est-ce que ça vous étonne que Marine Le Pen, évidemment, ait pris le train en marche et dans un appel, dise à ses généraux, évidemment, rejoignez-nous, messieurs les généraux. Rejoignez-nous dans la bataille pour la France, d'où la réponse ce soir sur LCI de la ministre des Armées, Florence Parly. Ce qui a suscité mon indignation, c'est non seulement la tribune inacceptable rédigée par ces généraux en retraite qui ne représentent qu'eux-mêmes, mais c'est surtout l'instrumentalisation politique qu'a voulu en faire Madame Le Pen, et c'est elle qui a donné écho à ces propos. Madame Le Pen se trompe en pensant qu'elle peut devenir chef des armées et en appelant des militaires qui, encore une fois, écrivent une tribune inacceptable, à la rejoindre. Parce que c'est ignorer ce qu'est l'institution militaire, c'est ignorer ce que sont les règles qui s'appliquent aux militaires. Philippe Vigier, c'est grave ce qui se passe en ce moment, qu'un parti politique essaye de récupérer, en tout cas, ces généraux? Ils essayent de récupérer. Mais... moi, je dis, c'est complètement la fameuse tribune des 20 généraux. D'ailleurs, s'ils avaient été courageux, il y a une belle phrase de Chevènement qu'on connaît, on ferme sa gueule ou on démissionne. Enfin, il démissionnait avant. Il profite de la fonction, et au bout, une fois qu'il sort, il commence à dire non, ça ne va pas du tout, c'est la dérive absolue. Au moins, Pierre de Villiers, lui, il a eu ce courage-là. Il était en désaccord avec le président de la République, il a dit je m'en vais. Non, ça me paraît déjà essentiel. Deuxièmement, il abîme la communauté militaire, qui est généreuse, qui est solide, qui paye un tribut très fort pour la nation chaque année, plusieurs dizaines de soldats qui meurent sur le champ des opérations, ce qu'on appelle à l'extérieur, des OPEX, qui nous protègent sur le sol national. Donc, ils vont peut-être aller rejoindre le Front National, le Rassemblement National, mais moi, je préférerais qu'ils se présentent aux élections. La démocratie, la République, ça passe par le filtre électoral. Il faut y aller. Il faut qu'ils expliquent. Et à partir de là, on verra vraiment si cet idéal républicain qui les anime, ils sont capables de le porter demain dans les combats électoraux et de faire en sorte que les idées auxquelles ils croient sont capables d'emporter l'adhésion du plus grand nombre. Même Jean-Luc Mélenchon crie au scandale et dit que l'armée fasse le ménage. Les militaires eux-mêmes doivent faire le ménage en disant qui est responsable de quoi quand ils vient à leur connaissance que de telles activités ont lieu. Pour l'honneur de la République, il est temps que le garde des Sceaux et la ministre des Armées se réveillent et fassent le travail pour lequel ils sont mandatés.
qui est de rappeler au devoir de réserve et d'obéissance de ceux qui seraient tentés de s'en dispenser. Non, mais il parle de gens Et c'est vrai aussi que la ministre des Armées a mis 5 jours pour réagir. Moi, je trouve que c'est un peu le niveau zéro du débat politique d'avoir des généraux en retraite qui débattent avec Mélenchon. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on mais ils ne débattent pas, là. Non, mais bon, voilà. Est-ce que on a une situation qui est difficile. Bon, les généraux, dans leur tribune, à la limite, pourquoi pas, s'ils ont envie d'écrire, mais au moins qu'ils fassent des propositions. Moi, je suis assez d'accord avec Philippe Vigier. Si les 20 généraux sont plus intelligents que nous tous, mais qu'ils fassent des propositions qui soient sérieuses, plutôt que évoquer comme ça un petit peu des valeurs. Mais le fait même qu'ils prennent la parole, est-ce que ça vous choque? Non, ça ne me choque pas qu'ils prennent la parole. Mais je pense qu'il faut relativiser cette tribune. Elle ne propose rien. Bon, elle n'est quand même pas, c'est pas 2000 militaires, vous voyez, c'est pas Pierre de Villiers n'a pas signé cette tribune. Vous voyez. Donc relativisons-la, disons à ces généraux, mais très bien, si vous avez la solution, allez aux élections, allez devant les électeurs, c'est bien plus courageux qu'écrire dans Valeurs Actuelles. Même si la parole de Valeurs Actuelles est nécessaire dans le débat politique. Ils ont eu la liberté de le faire. Et ensuite, voilà, moi je vois rien dans ce texte, qui soit qui bouleverse la vie politique, qui surprenne. Alors, quand il appelle les gens d'Active à prendre le pouvoir ou à se. Est-ce que vous croyez que c'est un écho? Non, mais justement, attendez, 30 secondes. Ça n'a pas beaucoup la d'écho. première des choses. C'est l'écho qu'on voudra bien. Attendez, on va demander l'avis au général. Que la ministre des Armées et le gouvernement veillent à être sûrs que ces gens-là sont bien isolés, parce que l'histoire nous a montré que parfois, quand ils arrivent en retraite, ils représentent aussi une partie de dérive. Alors, général Jérôme Pellistrandi, pardon, vous êtes toujours avec nous. Et chacun est libre de Vous êtes toujours avec nous. Est-ce que voulais-je dire? Est-ce que cet appel peut avoir un écho dans l'armée ou pas? Mais non, ce sont des officiers, c'est un groupe très marginal. Et je voudrais souligner que nous avons des militaires d'Active qui ont des mandats politiques. Vous avez à l'Assemblée nationale une des vice-présidentes de l'Assemblée nationale qui est députée, officier d'Active. Elle a été élue en 2017, elle a été mise en disponibilité pour pouvoir exercer son mandat. Et nous avons aujourd'hui un certain nombre d'officiers, d'ailleurs souvent en retraite, généraux ou pas généraux, qui exercent des mandats locaux. Absolument. Voilà, est-ce que les généraux qui ont signé et les militaires qui ont signé doivent être sanctionnés? Et est-ce que vous pouvez le faire? Alors, en fait, en fonction de leur positionnement et de leur statut, ils peuvent être sanctionnés. Pour les généraux en deuxième section, ils peuvent être sanctionnés par la ministre, ils peuvent être mis en position de retraite. Et en tout état, alors, s'il y a quelques militaires d'Active, mais cela m'étonnerait guère, cela m'étonnerait qu'il ait signé ce texte, ils pourront être sanctionnés. Et je crois que le ménage depuis longtemps a été fait. Je crois qu'il faut arrêter le fantasme. C'est pas parce qu'il y a une vingtaine de généraux âgés qui fantasment sur un passé idéalisé. Merci. La réalité aujourd'hui, ce sont des jeunes soldats qui sont au contact et qui défendent notre sécurité sur le territoire national et en opération extérieure. C'est ça, merci beaucoup, Général Jérôme Pellistrandi, et merci à vous toutes et tous d'avoir participé à cette édition. Il est 23h et c'est l'heure du grand journal avec Sylvia Amicone.